Bonjour à tous. Notre monde est tout en verre, fragile et glacé. Le monde des buildings, le monde des écrans aussi, tout en miroir aussi. Narcisse est roi et il ne réfléchit pas au-delà. Et ce nouveau monde n'est nouveau que parce qu'il y en a un ancien, invisible, qui est caché, qui est à découvrir. Et on ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Pour une fois, on va parler de politique en faisant un détour par le romanesque. On va parler d'aujourd'hui en évoquant hier. Bienvenue à Éric Garando, qui est l'auteur de Galerie des Glaces, publié chez Albin Michel. C'est votre deuxième livre. Vous êtes un romancier d'occasion. Où est-ce que vous avez enfin trouvé votre vocation ? J'aime bien la référence d'occasion. J'aime bien l'occasion. D'ailleurs, l'occasion est à la mode. Aujourd'hui, on vend le recyclage. beaucoup. Voilà, le recyclage, exactement. Et donc, quand on est romancier, en fait, on recycle aussi des choses. On recycle tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on aurait voulu vivre. Oui. On écrit pour vivre des aventures qu'on n'a pas eu peut-être la chance ou le courage de vivre, ou alors, au contraire, on transpose des choses qu'on a vécues en essayant de faire en sorte que personne ne reconnaisse les situations réelles. Donc, j'aime beaucoup l'idée que le roman, comme le cinéma d'ailleurs, on fait du vrai avec du faux. Mon premier livre d'ailleurs, mon premier roman, c'était d'ailleurs une interrogation sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est fake, sujet que les journalistes connaissent bien, et même l'opinion aujourd'hui. Et alors, Galerie des Glaces, c'est autre chose. Là, c'était la transparence, le reflet. D'autres concepts. Oui, c'est un livre qui est plein de vraisemblances et de faux-semblants. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous pensez en écrire d'autres ? Oui, j'en ai un troisième qui est en réflexion, sans mauvais jeu de mots. Oui, j'aime beaucoup écrire. J'ai toujours aimé écrire. Après, c'est vrai que j'ai... Vous êtes prêt ? Je vais jusqu'au bout de ma Mais je suis un vieux jeune écrivain, si on peut dire. Oui, mais l'âge n'a pas d'importance par rapport à ça. Est-ce que vous êtes prêt à brûler votre plancher comme Bernard Palissy, c'est-à-dire à vous consacrer entièrement à l'écriture du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin? Est-ce que vous êtes prêt à essayer d'atteindre cette vérité à laquelle on parvient par le travail et par l'écriture? Ou est-ce que c'est une occupation comme une autre, plus prenante qu'une autre, mais une occupation? Alors en fait, je retournerai un peu la question. Est-ce qu'on peut consacrer toute sa vie à écrire sans se couper du monde que l'on veut écrire? Et donc, moi, je suis plutôt un peu touche à tout, mais l'expression n'est pas forcément très positive. Mais c'est vrai que je pense que ce qu'on vit nous aide à trouver aussi ce qu'on va écrire et inversement, on se nourrit de la vie pour écrire. Et donc, je ne conçois pas, en tout cas, une activité un peu monacale, coupée du monde. Au contraire, je pense que tout ce que je peux vivre, même dans ma vie professionnelle, peut nourrir. C'est dur de choisir. Alors, Galerie des Glaces est l'un des romans de la rentrée, un des livres qu'il faut avoir lu. Il faut l'avoir lu parce que, d'abord, c'est un très bon roman. On passe un bon moment, il est captivant. On voyage au Nigeria d'aujourd'hui et dans la Venise du XVIIe siècle. On apprend des tas de choses. Il est savant, ce livre, sans être pédant. Il y a des idées à l'appel. C'est un roman historique, c'est un roman policier, historique, à clé, un roman d'initiation. C'est tout ça à la fois. C'est assez compliqué, c'est foisonnant, comme l'est votre CV. Alors, on va d'abord parler de vous, Éric Garando. C'est important de savoir d'où vous parlez, justement, d'où vous venez. Alors, vous êtes un bon élève. Vous avez fait Sciences Po, l'ENA, bon CV, vous en êtes sorti dans la botte, l'inspection des finances, ce qui est déjà plus remarquable, parce que l'inspection des finances, c'est pas un titre, c'est une distinction, on pourrait dire ça. C'est une façon de se distinguer. C'est un talisman. En tout cas, on s'en distingue d'autant plus que le corps aura bientôt disparu. Donc effectivement, voilà. Je peux dire que aussi bien l'ENA que l'inspection des finances fait partie de choses qui relèvent maintenant du passé. Donc, Alors, vous avez beaucoup d'appétit, vous aimez la musique. Oui, ça c'est vrai, j'ai une passion pour la musique. Ouais. Passion qui est pour l'instant mise de côté. Alors pas totalement, enfin, c'est un petit peu mon jardin secret, donc je continue à pratiquer la musique. Et surtout, avec David Grimal, on a créé un orchestre symphonique qui est le seul orchestre du monde à pouvoir jouer le grand répertoire symphonique sans chef d'orchestre. Donc c'est aussi un... Et qu'attendez-vous ? Un trait intéressant de quoi pour être chef d'orchestre. Oui. Non, justement, c'est ça la magie de cet orchestre. Alors il y a certes un directeur musical qui est David Grimal, donc très talentueux, mais c'est vrai que c'est une autre façon de pratiquer la musique. Donc voilà, la musique quand même fait partie de ma vie.
Bon, vous êtes aussi officier de réserve et vous faites vos périodes. Vous connaissez le monde, vous avez beaucoup voyagé? J'ai beaucoup voyagé, oui, oui, tout à fait. Alors par la marine, quand je faisais mon service militaire, parce que là, c'est vrai que j'ai sillonné à peu près toutes les mers du globe, à part le Pacifique, mais enfin encore que j'ai fait une incursion dans le Pacifique. Effectivement, le voyage fait partie de ma vie. En fait, une partie du livre qui se passe au Nigeria, quand je réponds aussi à la question d'avant, c'est que si je n'étais pas allé au Nigeria, sans doute que le Nigeria ne serait pas une partie de Galerie des Glaces. D'accord. Alors, bon, vous voilà aux fonctionnaires, vous conseillez les gouvernants, vous êtes d'abord au ministère de la Culture, oui. Conseiller culturel d'un ministre, Jean-Paul Agagon. Donc Jean-Jacques Agagon, effectivement, c'était en 2002-2004. Oui, c'était une très belle expérience et c'était une équipe souvent très jeune, très soudée, et on continue à se voir régulièrement les uns les autres, donc c'était un peu une expérience fondatrice. Oui. Et puis l'Élysée, conseiller culture de Nicolas Sarkozy. Voilà. 2007, oui. Nicolas Sarkozy, dont il était normal de railler l'inculture, alors qu'il était tout à fait normal de célébrer l'immense culture de Jacques Chirac, cachée bien sûr pour les arts premiers et pour l'Afrique en général. Conseiller culture de Nicolas Sarkozy, c'est un peu comme prof de gym dans une prépa ou spécialiste de géopolitique dans la presse locale. C'est assez paradoxal, non? Alors c'est le même faux paradoxe qu'évoquait Frédéric Martel à propos des États-Unis quand il remarquait qu'en fait les présidents républicains ont beaucoup plus fait pour la culture aux États-Unis que les présidents démocrates, ce qui effectivement peut être contre-intuitif. Ouais. Et donc il suffit de regarder ce qui s'est passé depuis 2007 jusqu'à 2021. Quand vous regardez tous les grands projets qui sont nés, entre 2007 et 2011, vous avez eu le Centre Pompidou-Metz, le Louvre-Lens, le Mucem à Marseille, vous avez eu la Philharmonie de Paris, vous avez eu même la Maison de l'Histoire de France qui malheureusement a été abandonnée par le successeur de Nicolas Sarkozy. Et donc il y a eu un très grand nombre de projets, de grands projets culturels. Qui était le seul projet avec un fort coefficient idéologique. Alors, je dirais plutôt que ceux qui ont fait un procès d'intention à la Maison de l'Histoire de France avaient un fort coefficient idéologique. Le projet lui-même, il était porté d'ailleurs beaucoup par Frédéric Mitterrand, parce qui avait concrétisé un petit peu ce projet. Il y avait des grands historiens de tous bords. Donc, non, on ne pouvait pas faire de procès d'intention à ce projet. Et je pense qu'il manque à la France aujourd'hui. Bon, donc ce n'était pas un emploi fictif, au contraire. Non, c'était très actif. On a même fait le Grand Paris des architectes, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Jean Nouvel, Christian de Porzampar, Finn Geipel, enfin c'était Richard Rogers, tous les grands architectes beaucoup de grands architectes du monde ont travaillé pour le Grand Paris. Le monde de la culture est rempli d'ingrats, finalement, parce qu'ils ne reconnaissent pas Nicolas Sarkozy. Ça lui a été reconnu récemment quand Laurent Bell a quitté la Philharmonie de Paris. Il a rappelé que celui qui a permis que la Philharmonie voie le jour, c'était Nicolas Sarkozy, qui avait fait ses vœux à la culture sur le chantier. Et à ce moment-là, son Premier ministre et le maire de Paris étaient bien obligés de venir et de voir que ce grand chantier devait être mené à son terme. Alors, est-ce que c'est votre fréquentation justement de l'Élysée et des palais ministériels qui fait que vous parlez si bien dans votre ouvrage de la vie de cour que vous mettez en scène sous Louis XIV? Alors, c'est tout à fait intéressant parce que j'étais un peu intimidé quand même à l'idée j'avais très envie de traiter cette période du grand siècle français, cette histoire des miroitiers vénitiens qui se retrouvent à Versailles. J'ai passé 2 ans à lire beaucoup de livres parce que je ne suis pas historien de formation, donc je ne voulais pas être pris en défaut par amateurisme. Et donc j'avais peut-être surestimé la difficulté à écrire les scènes qui se passent au XVIIe siècle. Et quand je me suis mis à vraiment écrire le livre, pendant 3 mois, là, ça a été très rapide. En fait, j'ai eu plus de facilité presque à écrire ces scènes du XVIIe que les scènes d'aujourd'hui. C'est aussi parce que la vie de cour n'a pas changé, selon vous. Autour d'un président africain, autour d'une reine d'Angleterre, c'est la même chose que autour de Louis XIV. Vous êtes très taquin malgré votre air sérieux. Et je dirais qu'effectivement, les fondements du centralisme à la française, de cette idée que quand même il y a une présidence un peu monarchique, ça tient évidemment aux institutions de la Ve République, à la personnalité des généraux de Gaulle, mais ça s'ancre beaucoup plus profondément dans l'histoire, effectivement, au moins jusqu'à Louis XIV, si ce n'est avant. Et le tandem, en fait, entre Louis XIV et Colbert, c'est vrai, ça me rappelait beaucoup le tandem entre le président de la République et le secrétaire général de l'Élysée. Ça, c'est sûr. Mais le pouvoir est partout le même. Il a besoin de rituels, il a besoin de mise en scène, il a besoin d'apparaître.
Et de se cacher. Et il a besoin aussi de personnes qui sont dans l'incarnation, ce que faisait évidemment Louis XIV au quotidien, qui par ailleurs était un être très intuitif et qui avait quand même des goûts très artistes, exactement, un grand danseur. Et Versailles, c'était vraiment lui, c'était l'œuvre de sa vie avec les guerres et les femmes. Et il s'était très bien entouré, et notamment de Colbert. Et c'est vrai que les grands chefs d'État n'ont pas peur de s'entourer de grandes personnalités. Alors, on continue à dérouler votre CV qui est quand même assez impressionnant. Vous vous retrouvez après à la tête du CNC, le Centre national du cinéma. Où vous avez soudain plein d'amis. C'est effectivement une fonction très agréable, mais aussi très exigeante, voire parfois ingrate, parce que c'est vrai qu'il faut se battre en permanence pour le trésor que représente le budget du centre, ses recettes qui sont toujours convoitées par le ministère des Finances. Et ensuite, il faut les dépenser intelligemment. Et que vous répondez avec des commissions en fait, d'experts. C'est-à-dire que le président du CNC, en réalité... Ce n'est jamais le fait du prince. Voilà, tout à fait. Non, en aucun cas... On doit nommer avec discernement les membres des commissions qui ensuite vont effectivement prendre en fait, les décisions d'une certaine façon. Oui, et à chaque fois, vous faites un aigri et un ingrat, comme chacun sait. Les salles obscures sont remplies de gens qui ont des talents obscurs. Tout le monde connaît ça. Mais vous atterrissez dans un fauteuil rouge, puisque vous voilà membre du conseil d'administration du Festival de Cannes. Le job que tout le monde rêve un jour d'avoir, non ? Oui, alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai découvert presque par hasard que j'étais vice-président du conseil d'administration ès-qualité, c'est-à-dire que le président du CNC... D'accord. Et d'office, en fait, le vous n'êtes pas resté quand vous avez rendu... Non, c'est vraiment lié à la fonction. Et d'ailleurs, c'est intéressant, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la France crée deux institutions. Le Festival de Cannes, qui, on le sait, est mort-né le 1er septembre 1939, c'est-à-dire le jour même où Hitler a envahi la Pologne. C'était un peu ballot d'avoir fait ça le même jour. Premier. Et donc le Festival de Cannes est né une deuxième fois, donc en 1946, comme le CNC. Il est rené en 1969. Voilà. Il n'a pas arrêté de naître et de disparaître. Comme le cinéma français depuis les origines. C'est la magie du cinéma. On passe rapidement, mais quand même, vous avez tiré quand même un roman de votre passage comme ça dans le monde du 7e art, qui s'appelle Tapis Rouge. Tapis Rouge, mais alors Tapis Rouge, en fait, c'est une critique du pouvoir, justement. Voilà, vous crachez dans la soupe. Non, c'est une satire un peu, si j'étais très prétentieux, je dirais c'est un peu à la Molière, c'est-à-dire de montrer la comédie du pouvoir, la comédie humaine. Et le tapis rouge, comme vous savez, dans l'Antiquité, était réservé aux dieux. Et aujourd'hui, le tapis rouge est réservé aux stars du Festival de Cannes et à certains chefs d'État. Et certains ont des tapis rouges qui font le tour de leur palais. Ça a été vu dans quelques pays. Bien sûr. Donc c'est ça. Est-ce que vous comptez tirer une satire mordante à la Molière de vos fonctions actuelles, puisque vous êtes désormais directeur des affaires publiques de TikTok ? Alors le deuxième roman, comme vous l'avez vu, n'est pas une satire comique, même s'il y a des éléments satiriques. Mais là, j'ai vraiment voulu emprunter au code du polar, parce qu'il y a une enquête, il y a un détective, il y a un meurtre, en tout cas une mort très suspecte. Et puis emprunter aussi au code du roman historique. Donc j'ai pas forcément envie de m'attacher à un genre, j'ai plutôt envie de les explorer. Et puisqu'on parle du désordre du monde, ou de l'ordre du monde, du nouveau monde, le nouveau monde qui surgit, c'est d'abord, effectivement, cette puissance qui émerge, l'empire chinois, auquel vous prêtez votre concours. C'est pas un peu curieux pour un haut fonctionnaire français de se retrouver en train de s'occuper de TikTok. TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un réseau social. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas. C'est un réseau social sur lequel il y a énormément de petites vidéos très courtes. Oui, c'est vraiment la réinvention du cinéma. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, on ne qualifie pas tellement TikTok d'un réseau social, mais plus d'une plateforme créative. Oui, c'est une plateforme créative. Créative, récréative, éducative aussi, puisqu'il y a une TikTok fascinante. On y voit toutes sortes émerger, toutes sortes de choses. Voilà. Mais très vite, c'est très fugace. Oui, mais rappelez-vous le cinéma. Quand les frères Lumière et Méliès inventent le cinéma, tout le monde regarde le cinéma avec dégoût, avec dédain en tout cas. C'est les Russes blancs qui ont fabriqué le cinéma. C'est parce que tout le monde dit ah oui mais c'est un peu frivole, c'est un peu frivole ces petits films d'une minute. C'est les gens de théâtre à l'époque qui disent ça. Et aujourd'hui c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a à nouveau ces petites vidéos très courtes mais qui d'ailleurs s'allongent. Et évidemment chaque nouveau média suscite sa culture, suscite ses formats artistiques, y compris les plus exigeants, les plus évolués. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ce que j'ai voulu vivre. Vous n'avez pas l'impression que c'est un art totalement dégénéré et que c'est Absolument pas. Encore une fois, ceux qui réfléchissent de cette façon,
ils ont existé à toutes les époques et pour critiquer toutes les nouvelles inventions. Rappelez-vous la télévision. Godard qui disait « Le cinéma est un art, la télévision est un meuble ». La télévision, vous en êtes vous-même un acteur, a nourri des programmes de très grande qualité, vous ne direz pas le contraire. Et donc je pense que les nouveaux médias, les nouvelles plateformes, c'est à peu près le même schéma. Il y a le pire comme dans les autres médias et il y a aussi le meilleur. Non, la différence, c'est que Méliès restera dans l'histoire, alors que la télévision disparaît, s'évanouit aussitôt consommée. Il n'y a pas de substance. Ah oui, mais là, vous avez chagriné l'INA, quand même, l'Institut national. Oui, on est d'accord, mais bon, il y a aussi des gens qui collectionnent les allumettes. Entretient cette mémoire. Oui. Non, je suis sûr qu'il y a des pépites qui vont... Mais en tant qu'administrateur public, en tant que justement inspecteur des finances, etc., vous retrouvez dans un... En fait, je me retrouve dans une plateforme, justement, parce qu'on parlait de puissance. Effectivement, on est dans un monde où il y a une puissance technologique des plateformes. Et je trouve que c'est très bien qu'il y ait que toutes les plateformes ne soient pas d'origine américaine, voilà, qu'il y ait une pluralité, un pluralisme dans les plateformes. Ça, je pense que c'est important, y compris dans la manière dont les plateformes sont conçues. Vous pensez que TikTok serait différent si c'était américain ? Ah oui, certainement, oui. Qu'est-ce qui serait différent ? TikTok est une entreprise totalement internationale, c'est-à-dire qu'elle est d'origine, son fondateur est d'origine chinoise, mais elle est présente sur tous les continents, elle opère sur tous les continents. Et elle n'est pas contrôlée comme le reste. Non, tous les cadres supérieurs sont issus de tous les pays, donc c'est vraiment très cosmopolite, et c'est très pluriculturel. Donc ça, je pense que c'est une spécificité intéressante. Et alors, le fait que ça... Je pense qu'on était surtout venu pour parler d'un roman. Du roman. Qui est on va parler. Voilà. Vous avez raison. Laissons TikTok de côté. On en parlera une autre fois. Éric Garando, donc, a écrit donc Galerie des Glaces, et c'est publié chez Albin Michel. Et le pitch. Alors le pitch, c'est le président de la manufacture. On peut le dire, ça ressemble assez fort à Saint-Gobain. Donc le président de la manufacture meurt dans un accident d'avion, aux commandes de son avion. Il s'écrase, on trouve de la poussière de verre et un poison étrange dans son estomac. Et un détective mandaté par sa veuve, ancien policier à la retraite, va mener l'enquête. Voilà, c'est ça le pitch, et l'enquête va le conduire d'abord au Nigeria. Ce flic retraité plonge à la fois dans les affaires de ce capitaine d'industrie, tout à fait, et en même temps dans l'histoire du groupe, qui remonte donc, et c'est pour ça qu'on parlait de Colbert, qui remonte à Louis XIV, et au détournement, ou même au kidnapping d'ouvriers miroitiers qui travaillaient à Venise et qui ont été enlevés. C'est une véritable histoire d'espionnage industriel tel qu'on peut... On ne la pratique pas de cette façon-là, mais ça revient à peu près à la même chose, la captation, le vol, l'intelligence en action. Oui, c'est ça, c'est fascinant cette histoire. Donc, autant toute la partie contemporaine, évidemment, est une fiction. C'est un polar, mais qui est totalement une fiction, autant la partie historique est authentique. Alors, je vais peut-être juste un tout petit peu forcer le trait. On sait qu'effectivement, il y a une opération digne des forces spéciales pour aller chercher les miroitiers vénitiens. Il y a un bateau qui est arrivé de nuit. Enfin, c'est vraiment très rocambolesque. On les embarque. Voilà, ça, cette partie, elle est authentique. On a le nom des miroitiers vénitiens qui ont été embarqués. D'ailleurs, vous les publiez à la fin du livre. Vous allez donc. Voilà, je reprends les noms. On n'a pas le nom des agents français qui ont fait ce fric-frac, ce coup de main. Et simplement, ce que j'ai inventé, c'est ce jeune miroitier de 13 ans, Gianni, dont le père ne veut absolument pas partir pour la France. Et donc, comme c'est le meilleur miroitier, là, c'est vrai qu'on ne fait pas dans le détail, il va se retrouver quasiment kidnappé pour se retrouver donc à Versailles, au quartier Saint-Antoine, là où on va faire la première manufacture. Vous disiez que vous parliez de Saint-Gobain, mais il n'y a pas que ça. Et dans votre livre, on croise des tas de situations qui rappellent des gens qu'on a pu connaître. L'ombre de Christophe de Margerie qui est mort dans son avion à Moscou. L'ombre du prince de Lobkowitz qui fut pour l'ordre de Malte-Liban et dont le fils a lui aussi été assassiné. On l'a retrouvé les mains liées dans la Seine. Il y a comme ça beaucoup de clins d'œil, beaucoup d'allusions. C'est un truc pour renforcer l'intérêt du lecteur. Oui, alors il y a à la fois parfois des fausses pistes, ça fait partie du jeu du polar aussi. Il y a le côté kaléidoscope. Et c'est vrai que, oui, j'aime bien l'idée que tout soit faux dans un roman, mais que tout soit vrai. Enfin, en tout cas, chaque élément, même, c'était le cas dans Tapis Rouge aussi, il y avait des éléments qui pouvaient paraître totalement invraisemblables, mais qui en fait reposaient sur un fait divers authentique. Et alors, parmi les choses authentiques, il y a Lagos, puisque le roman se passe, donc vous l'avez compris, à la fois au XVIIe siècle à Venise,
Venise, dans la Sérénissime, et en même temps à Lagos aujourd'hui, où ce grand capitaine d'industrie a des attaches, a voulu construire tout un quartier. Et vous en parlez de cette ville avec une grande fascination. Et on se demande si ce n'est pas un trait de caractère de votre génération et des inspecteurs des finances de la quarantaine d'être aussi fascinés par la capitale économique du Nigeria, que vous décrivez comme une ville de chaos, une ville vibrante en permanence. Oui. Il respirait ici, mieux qu'à Paris où tout est petit, gris, minuscule, étriqué, tu peux même plus bouger, t'étouffes. Ici, quand t'es bloqué dans un embouteillage, tu te retrouves à Rungis ou à la bourse du commerce, tout le monde trafique autour de toi, tu vends, tu achètes, de la bouffe, de la drogue, des aspirateurs, des actions, ça se met à grouiller autour de ta bagnole, des gosses passent sous les camions pour t'apporter des cigarettes, des bouteilles d'eau, des flingues, des filles, tout ce que tu veux. À Paris, t'es juste dans un embouteillage, un parking. Paris est un fossile, les gosses, c'est la vie, une surprise par jour. Alors une surprise par jour, c'est un dicton effectivement de Lagos. Quand on dit une surprise par jour, c'est parfois une surprise par heure. Et c'est vrai que, alors j'ai pas fait mon stage de l'ENA, contrairement à d'autres inspecteurs des finances illustres. Mais c'est vrai que j'étais pas mal de fois en Afrique, même pendant mon service militaire. Mais je ne connaissais pas Lagos, voilà. Je connaissais plutôt l'Afrique francophone ou l'Érythrée, etc. Et là, c'est vrai que ça a été un choc. C'est une ville-monde. Et surtout, j'étais en train de penser à cette histoire entre Venise et Versailles. Et là, je me retrouve dans ce quartier qui s'appelle Iwaya. Et Makoko, tout à côté, donc ce sont des quartiers un peu inondés, on circule en bateau, et donc on appelle ça la Black Venice, la Venise noire. Et donc, comme quand tout à l'heure vous disiez, oui, pour écrire, il faut être dans son monastère, dans sa monade, isolé du monde. Non, en fait, si je n'étais pas allé à Nigeria, je n'aurais pas écrit cette partie du livre. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent, mais finalement, c'est la partie du livre que je préfère. Bon, d'autres préfèrent la partie historique, mais c'est vrai que c'est un très bon contrepoint à Venise, parce que Venise aujourd'hui, soit les villes, soit c'est des touristes. Donc c'est un musée, effectivement, c'est un fossile encore plus que Paris. Mais peut-être que Venise au XVIIe siècle... Oui, exactement. Et peut-être que Venise au XVIIe siècle, sans doute même, c'était une ville qui grouillait d'activité. Il y avait les marchands, les conquérants, de temps en temps des pirates. C'est comme ça que la peste est arrivée aussi, d'ailleurs. Hein, donc ces échanges multiples. Donc finalement, Lagos, oui, c'est la nouvelle Venise du XXIe siècle. Et dans le livre, on dit aussi qu'il y a un risque que cette ville posée sur l'eau devienne une grande dalle de béton. C'est le cas notamment du quartier Eco-Atlantic City qui a été conquis sur la mer, mais qui peut conduire d'autres quartiers à s'ensabler. Donc c'est ça aussi, c'est fragile. Lagos, tout l'écosystème lagunaire est un écosystème par définition fragile. Et puis ce que j'aime bien dans la lagune, c'est que c'est un entre-deux. Voilà, c'est un entre deux siècles, entre deux mondes. C'est des quartiers plutôt très pauvres, puisque les personnes riches vivent sur les îles en dur. Mais c'est là où tout se passe, en fait. C'est là où le Lagos de demain se construit. Vous êtes confiant dans l'avenir de l'Afrique ? Ah oui, je suis confiant. On dit souvent que la puissance résulte avant tout de la puissance démographique. Ça, je crois que c'est assez... il y a la puissance technologique aussi, mais il y a quand même la puissance démographique. Et à Lagos, il y a une telle envie de réussir, même chez les plus pauvres, que malgré toutes les difficultés qu'on voit, y compris parce que cette explosion démographique est très difficile à gérer, parce qu'il n'y a pas de service public, donc l'urbanisme, tout est bloqué aussi souvent. Mais je suis quand même assez confiant. Ouais. Il y a une vitalité telle que je pense que ça ne peut que réussir à terme. Au cours des 20 dernières années, on a vu un investissement considérable de la Chine en Afrique. Et se tenait à Dakar ce sommet Afrique-Chine sans le président Xi qui reste claquemuré dans son palais à la cité interdite, mais avec le Premier ministre chinois. Et on a l'impression que, donc tout le monde fait l'inventaire, et on a l'impression qu'il y a une sorte de, de double désillusion en fait, des Chinois vis-à-vis de l'Afrique, qui ne se développent pas à la vitesse qu'ils espéraient, et des Africains surtout vis-à-vis de la Chine, dont ils réalisent que les prêts devront être remboursés, que le coût, que rien n'est donné en fait, que rien n'est facile. Rien n'est jamais facile, mais ce que montre l'histoire, c'est qu'il faut regarder les tendances longues et sur la durée en tout cas. Je suis très confiant. D'ailleurs, c'est aussi une solution pour l'Europe, l'Afrique. C'est d'ailleurs une raison pour lesquelles, justement, le président français s'est rendu à Lagos et a voulu intensifier la coopération avec Lagos. C'est d'ailleurs cette raison pour laquelle je me suis retrouvé à Lagos. C'était pour aller développer la coopération dans le domaine cinématographique. En fait. Voilà, c'était la raison première de ma présence là-bas.
Voilà, donc effectivement, il y a les aléas, il y a le Covid maintenant, il y a les aléas sur les cours pétroliers, mais les fondamentaux, c'est que ce sera un pays qui fera peut-être 400 millions d'habitants, et donc c'est un pays qui va compter énormément. Est-ce que vous êtes nostalgique de Colbert, de l'État qui organise, qui normalise, qui innove, qui modernise, l'État qui incarne la puissance? Je ne suis pas d'une tendance nostalgique, mais je cultive parfois la mélancolie parce que c'est un sentiment créatif. Mais je garde quand même un tempérament très optimiste. Donc je trouve fascinant d'explorer cette partie quand même, que c'était effectivement le grand siècle français. Quand même. C'est vrai que ce sera difficile de retrouver, et peut-être que c'est impossible pour la France, de retrouver un statut évidemment qu'elle occupait au XVIIe siècle pour toutes ces raisons objectives. Vous pensez que la France s'identifie davantage à la Venise décadente? Non, je pense que la France était une très grande puissance. Aujourd'hui, c'est une puissance plutôt moyenne, même si elle a des attributs aussi d'une grande puissance. Donc, et en tout cas, pour le romancier, c'est intéressant aussi de vivre à une période où quand même tout est en reconfiguration, tout change. Et le Covid, évidemment, tout ça rajoute une dimension à la fois de ralentissement fort et d'intensification des mutations. Donc, c'est une période qui est très intéressante à vivre. Éric Garando, Gary des Glaces, c'est un formidable. C'est presque un thriller en fait. C'est un roman historique, mais en tout cas, et un polar en même temps, on ne vous dira pas la fin. C'est pétri d'intelligence, de culture, de réflexion, de sensibilité. C'est un très bon roman. Et merci à vous d'être venu nous le présenter. Merci de votre invitation. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.